Nous voyons aujourd'hui des personnes qui réussissent et il est facile de penser qu'elles avaient déjà tout compris dans la vingtaine. Mais ce n'est pas vrai. C'est faux. Avoir la vingtaine, c'est vraiment difficile. Tu n'as pas d'argent, pas d'expérience et aucune idée de ce que tu fais. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as une abondance d'énergie et de temps. Et si tu les utilises correctement, tu peux te préparer à une vie réussie et épanouissante. Dans la vingtaine, j'ai autofinancé une entreprise rentable qui me fait vivre à temps plein, acheter 2 propriétés, me suis marié et ai eu un enfant. Dans cette vidéo, je vais présenter les 5 plus grandes erreurs que j'ai commises en chemin. J'espère qu'en les partageant avec toi, tu pourras éviter mes erreurs et progresser plus rapidement. La 4e pourrait te surprendre. Commençons par une erreur mentionnée dans la miniature. Je me suis marié à la fin de la vingtaine et je le regrette. Je ne regrette pas de m'être marié, mais je regrette d'avoir attendu aussi longtemps. J'ai rencontré ma petite amie à l'université. Nous sommes restés ensemble plus de 6 ans avant que je la demande en mariage, sans vraiment de doute durant tout ce temps. Je savais que c'était elle dès notre première année ensemble. Nous avons voyagé autour du monde ensemble. Nous avons acheté un appartement ensemble avant même de nous fiancer. Et il y a 2 phénomènes culturels étranges qui m'ont clairement influencé. Et si cela t'affecte aussi, je veux juste essayer de t'ouvrir un peu les yeux. Le premier, c'est que le mariage n'est qu'un bout de papier. Quelque chose d'arbitraire, juste un contrat superflu que le gouvernement doit classer quelque part. Et ce n'est pas ça le mariage. Quand je me suis marié, j'ai fait le vœu le plus solennel de toute ma vie à la personne que j'aime le plus. C'est quelque chose de très important. Et si tu es quelqu'un qui prend ses propres paroles au sérieux et que tu veux que les gens autour de toi prennent ta parole au sérieux, alors faire un vœu aussi solennel devrait être quelque chose de transformateur pour toi. Parce qu'avant d'avoir pris cet engagement, avant d'avoir prononcé ces mots devant le monde, tu n'avais pas à t'y conformer. Mais maintenant que je l'ai fait, la norme que je fixe pour ma relation est plus élevée. Cela rend tout meilleur. Et en contrepartie, notre amour est plus profond parce qu'une des grandes questions qui sous-tendait toute la relation n'est plus du tout d'actualité. Nous n'évoquons jamais le divorce, prenant très au sérieux le « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Oui, très pragmatiquement, d'un point de vue de planification, d'un point de vue de projection dans l'avenir. Ça aide, mais ça te permet aussi de te détendre dans l'instant, avec la personne avec qui tu es, parce que vous avez tous les deux pris cet engagement. La deuxième idée reçue que j'ai vue circuler dans la culture à propos du mariage, c'est que c'est quelque chose à faire après avoir mis de l'ordre dans sa vie. J'ai donc essentiellement essayé de suivre cette idée reçue. Rembourser mes dettes, acheter une maison, lancer une entreprise, accomplir tout cela, puis me marier une fois le château construit. Mais la réalité, c'est que ce qui rend le château spécial, ce qui rend la vie que tu as construite spéciale, c'est de la construire avec quelqu'un. De la construire avec quelqu'un à qui tu tiens. Et pendant la majeure partie de l'histoire, c'est comme ça que la vie fonctionnait. Les gens se mariaient très jeunes. Ils commençaient à avoir des enfants très jeunes, et ils n'avaient pas tout réglé. Oui, peut-être que la famille leur donnait un petit coup de pouce pour les aider à démarrer, mais on considérait en quelque sorte que l'âge adulte commençait vraiment quand on se mariait. Aujourd'hui, on essaie de vivre les étapes essentielles de l'âge adulte, puis de se marier et ensuite de commencer le chapitre suivant. Et si je pouvais revenir en arrière, j'aurais épousé ma femme bien plus tôt. Je me serais fiancé bien plus tôt. Et des choses comme les prêts étudiants, le fait de ne pas savoir où nous allions vivre et tout le reste, on aurait quand même trouvé des solutions. On aurait probablement trouvé des solutions plus tôt, avec moins de stress, avec moins d'inquiétude, parce qu'on savait avec certitude qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. Ma deuxième plus grande erreur est liée au fait d'avoir attendu pour me marier. Nous avons attendu pour avoir des enfants. Ma femme et moi sommes devenus parents à 29 ans, juste avant la trentaine. De la même manière que pour le mariage, il existe un autre schéma culturel qui circule et qui, en quelque sorte, rationalise ou propose un cadre pour la façon de vivre sa vie. Et c'est que, vous savez, la vingtaine, c'est pour être jeune. Vous avez un temps limité avec une bouteille pleine de jeunesse, et elle va se vider et ce ne sera plus jamais pareil. Elle ne reviendra jamais. Et avoir des enfants, c'est comme mettre fin à la fête plus tôt, écourter la fête et vous voler la possibilité de vivre et de profiter de cette jeunesse. Et j'ai découvert que c'était un pur mensonge.
Parce que, aussi agréable que soit la jeunesse à vivre, cela n'a rien à voir avec le fait d'être papa, d'être parent. Et chaque année où tu repousses le fait d'avoir des enfants parce que tu veux profiter de ta jeunesse, t'enivrer de ta jeunesse, en tirer le meilleur parti. Ce temps-là, c'est en fait une année de moins que tu pourras partager avec tes enfants. Et tu sais, des amis à moi qui sont sur un calendrier similaire, qui n'ont pas d'enfants avant la fin de la vingtaine, le début de la trentaine, le milieu de la trentaine, en ont parlé. La façon dont je l'ai décrit, c'est que avoir un enfant est l'un des rares moments dans la vie qui répond à tes attentes et les dépasse même. Tu attends un enfant et attends ton bébé en pensant qu'il pourrait devenir ta personne préférée. Et c'est le cas. Et tu les aimes encore plus que ce à quoi tu t'attendais. Ça dépasse toutes les attentes que tu pouvais avoir. Et donc, quand tu penses au nombre limité d'années qu'on va tous avoir parce qu'on finit tous par disparaître, je préfère passer plus de ces années avec les personnes qui comptent le plus pour moi. Je préfère, et tout le monde n'a pas cette chance, que mes parents soient encore là pour connaître mes enfants plutôt que d'attendre plus tard dans la vie. Donc si je pouvais revenir en arrière, je sacrifierais quelques années de ma jeunesse et j'ajouterais quelques années de plus avec mes enfants. Et en second lieu, c'est moins profond philosophiquement. Tu ne dors pas. Tu es tellement fatigué quand tu es parent. Il est bien plus facile d'être fatigué et de continuer à fonctionner dans la vingtaine. Ma batterie ne se recharge tout simplement plus de la même façon qu'avant, même il y a 3 ou 4 ans. Et franchement, pour ces nuits blanches, ça changerait vraiment la donne. Passons à la troisième erreur qui concerne un domaine très différent. J'ai passé 5 ans avec une forte aversion pour la vente. Donc celle-ci va être un peu différente, beaucoup plus professionnelle que personnelle. Mais mon premier emploi après l'école était de vendre des assurances vie. Et c'est un poste assez courant pour les personnes sans profil technique en sortant de l'école. On peut devenir conseiller financier, aider à gérer l'argent et les actifs, et ainsi apporter beaucoup de valeur. C'est une bonne chose. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres emplois dans les services financiers qui consistent essentiellement à vendre des produits dont les gens n'ont pas vraiment besoin. D'une manière très insistante et intense parce que c'est un poste entièrement basé sur la commission et en gros, il faut vivre de ce que l'on rapporte. Cette expérience m'a dégoûté des ventes intensives et agressives pendant longtemps. Il y a des gens qui ont besoin d'une assurance vie. Je ne dis pas que les gens n'ont pas besoin d'assurance vie. J'ai une assurance vie. C'est un produit qui a sa place et qui a de la valeur. Mais dans l'environnement dans lequel je me trouvais, j'ai constaté que j'étais incité à voir chaque personne de ma vie comme une cible potentielle qui pouvait me rapporter de l'argent, plutôt que comme une certaine catégorie de personnes que je pouvais aider avec un produit dont elles avaient réellement besoin. Et en me détournant de cela, j'ai ensuite passé des années sans vraiment vendre, sans vraiment vouloir vendre, sans vraiment penser que c'était un rôle éthique ou moral à remplir. Et je ne viens que récemment d'en sortir. Et ce qui a fait tilt, ce qui m'a aidé à sortir de cela, c'est quelque chose que Alex Hormozy dit, à savoir que la vente est le transfert de conviction. Et si tu peux transférer ta conviction à quelqu'un d'autre, il va acheter ce que tu vends. Mais la condition préalable à cela, c'est d'avoir un produit, un service, une offre en laquelle tu crois. Et mon problème pendant longtemps, c'était que je ne croyais pas vraiment en ce que je vendais. Ce n'est que récemment que nous avons commencé à créer cela de manière constante chez Piper. Et je crois profondément en ce que je vends maintenant, c'est-à-dire les services vidéo que nous proposons et notre groupe de coaching, Piper Video Guild. C'est tellement plus facile à vendre et ça fait tellement plus plaisir grâce à la conviction qui sous-tend ce travail. Donc si je pouvais revenir en arrière, je passerais moins de temps à détester la vente et plus de temps à chercher activement les produits et services auxquels je crois profondément, puis à les vendre à fond. La quatrième erreur est très personnelle. Je n'en ai jamais parlé publiquement car, franchement, c'est embarrassant et ce fut l'une des périodes les plus sombres de ma vie. Mon père et ses frères sont chauves, et mes cheveux ont commencé à s'éclaircir à la fin de l'adolescence. J'avais donc peur de devenir chauve très jeune. Et un dermatologue m'a recommandé de commencer à prendre du Propecia, aussi connu sous le nom de finastéride. Aucun avertissement majeur sur les effets secondaires liés à ce médicament.
Eh bien, la réalité, c'est que le fonctionnement de ce médicament consiste à réduire votre taux de testostérone afin de diminuer les risques que vos cheveux tombent. Les personnes qui ont un taux de testostérone très élevé, il est très courant qu'elles aient une grosse barbe et la tête chauve, parce que c'est ce que l'excès de testostérone provoque dans votre organisme. Eh bien, en tant que personne dans la vingtaine, j'ai été testé après avoir pris ce médicament pendant plusieurs années et mon taux de testostérone était bien en dessous de ce qui serait normal pour un jeune homme au début de la vingtaine. Et mon taux de dihydrotestostérone était aussi criminellement bas, à environ un quart de ce qu'il aurait dû être. Les effets secondaires sont facilement trouvables sur Google. Le pire pour moi a été une dépression sévère, une dépression paralysante qui m'a rendu pratiquement incapable de m'endormir. Je devais rester allongé à regarder ESPN jusqu'à tomber de fatigue, car je ne supportais pas d'être seul dans une pièce sombre avec mes pensées. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que c'était la cause. J'ai pris ce médicament pendant des années. Il m'a fallu longtemps pour aller mieux et j'ai fini par participer à un procès contre Merck, accusant Propecia d'être la cause de mes souffrances. Maintenant, légalement, je ne peux pas dire sans équivoque que c'est Propecia qui a fait chuter mon taux de testostérone à des niveaux aussi extrêmes. Mais ce que je peux dire, c'est que l'année qui a suivi l'arrêt du finastéride, ma dihydrotestostérone et ma testostérone ont augmenté de façon significative. J'ai ressenti beaucoup moins d'anxiété paralysante, ce qui m'a permis d'arrêter de boire excessivement le week-end et d'améliorer considérablement ma qualité de vie. Je regrette profondément d'avoir pris ce médicament. Et en conséquence, j'ai avancé dans ma vie en étant très réticent à prendre quelque médicament que ce soit, sous quelque forme que ce soit. Je me suis beaucoup plus concentré sur le fait de manger des aliments complets de qualité, de boire de l'eau pure, et simplement de faire attention à tout ce que j'apporte à mon corps. On pourrait dire qu'il y a eu un côté positif à cette terrible expérience, mais si je pouvais revenir en arrière, je ne prendrais pas ce médicament. Même sans être médecin, je conseillerais à mes amis d'y réfléchir sérieusement avant de le faire eux-mêmes. Ma 5e erreur a été d'attendre ou d'être trop prudent pour investir en moi-même. Cela peut sembler flou ou moins important que les 4 premières erreurs, mais il y a ici un point dont j'espère que vous pourrez profiter. 2023 a été la meilleure année pour Piper Creative, en ce qui concerne le chiffre d'affaires total de mon entreprise. Nous avons plus de ventes, plus de clients, plus de revenus récurrents que jamais dans l'histoire de l'entreprise. Et il se trouve que cela coïncide avec l'année où j'ai reçu plus de coaching sur la façon d'être entrepreneur, de gérer une entreprise, de faire du marketing que pendant toutes les années précédentes de ma carrière réunie. Au début de l'année, nous avons fait un effort très conscient pour acheter le savoir et avoir accès à des experts qui avaient déjà fait ce que nous essayions de faire chez Piper. Nous avons donc intégré le programme 7-Figure Agency de Josh Nelson. Nous avons fait appel à des consultants YouTube comme Jake Thomas et Patty Galloway. Résultat, notre chaîne se porte mieux que jamais. J'ai aussi acheté des cours en ligne de Justin Welch et Nat Eliasson. J'ai également reçu du coaching de Growth Partner, 8-Figure Agency et du programme Goldman Sachs 10,000 Small Business Accelerator. Et j'ai aussi appris qu'il existe un extrême dans la direction opposée. Et simplement recevoir du coaching, obtenir du coaching sans jamais forcément passer à l'action. En ce moment, j'ai l'impression d'avoir trouvé un juste milieu où je suis plus performant à un niveau plus élevé que jamais auparavant. Ce qui change la trajectoire de l'entreprise et signifie que nous serons plus grands et meilleurs plutôt que nous ne l'aurions été autrement. Donc, si tu as la possibilité d'aller chercher et de payer des conseils auprès de personnes qui ont récemment fait ce que vous voulez faire, c'est le point le plus important ici. La raison pour laquelle un groupe comme 7-Figure Agency par Josh Nelson est si bon, c'est parce qu'il y a plein de personnes qui viennent tout juste de créer des agences marketing à 7 chiffres l'année dernière, ces 2 dernières années, et qui t'expliquent exactement comment ils l'ont fait. C'est transformateur, c'est éclairant. Et c'est aussi très inspirant d'être dans ces communautés, entourées de personnes qui ont une telle ambition et qui sont si généreuses avec leurs informations. Inspirés par ces groupes, inspirés par l'impact que cela a eu sur nous, Anna et moi avons lancé la Piper Video Guild, qui vise à faire la même chose pour tous ceux qui cherchent à se promouvoir grâce à la vidéo. Nous avons passé les 6 dernières années à produire des milliers et des milliers de vidéos, récoltant des dizaines de millions de vues pour nous-mêmes et pour nos clients. Dans notre communauté privée, avec des membres incroyables qui ont bâti des entreprises de plusieurs millions de dollars,
Nous partageons exactement comment avoir des miniatures captivantes, comment produire des vidéos qui favorisent la rétention, qui t'incitent à regarder jusqu'à la fin, et comment convertir ces vues en revenus pour ton entreprise. Donc si cela t'intéresse, allez voir pipervideoguild.com. J'espère sincèrement que cela t'aidera à éviter les erreurs que j'ai commises, peut-être à changer ta perspective sur un ou deux de ces éléments. On se retrouve dans la prochaine vidéo.